Lumière. 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 Lumière sur ce que le nez des nourrissons leur fait voir, avec Arnaud Leleu, neuroscientifique au CSGA. Les neurosciences s'intéressent au cerveau des adultes, mais également des enfants et parfois des nourrissons. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Leleu, maître de conférence à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, chercheur au CSGA, responsable de l'équipe Cognition et Communication olfactive en développement. Il travaille actuellement sur l'influence des odeurs sur le développement de la perception visuelle dans le cerveau des nourrissons et de l'adulte. Bonjour Arnaud, pouvez-vous nous expliquer le principe de vos recherches ? Alors, bonjour Véronique. Comme vous l'avez dit, je travaille sur le rôle des odeurs dans le développement de la perception visuelle. Et en particulier, je m'intéresse au rôle des odeurs corporelles, notamment l'odeur de la mère, sur le développement de la perception des visages chez le nourrisson. Donc quand je dis que je travaille sur la perception des visages, en particulier, il s'agit de l'aptitude à faire la différence entre des visages et d'autres objets, ce qu'on appelle la discrimination, et également l'aptitude à généraliser cette discrimination à divers visages, des visages d'hommes, de femmes, des visages très variés, ce qu'on va appeler la généralisation, c'est-à-dire que ces deux aspects sont, on va dire, les deux côtés de la médaille d'une même fonction qu'on appelle la catégorisation des visages. Donc on s'intéresse en particulier à comment cette catégorisation des visages, qui n'est pas simple pour le système visuel, se développe et comment l'odeur peut aider ici. Et pourquoi l'odeur de la mer ? Eh bien, nous avions déjà quelques données qui allaient dans ce sens dans notre équipe et nous avons observé donc, au niveau cérébral que cette aptitude de catégorisation des visages, que l'on mesure déjà chez des nourrissons, par exemple de 4 mois, mais avec, on va dire, une réponse qui est beaucoup moins tranchée, moins forte que celle que l'on va observer chez les adultes, et bien lorsque l'on ajoute l'odeur de la mer pendant cette tâche de catégorisation des visages, eh bien le cerveau va avoir une réponse plus forte, il va mieux catégoriser les visages qu'en l'absence de cette odeur. Pouvez-vous nous dire comment vous captez ces informations sur les nourrissons et quels sont vos outils de recherche ? Oui, ça c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, c'est comment peut-on tester des choses de nature cognitive, psychologique, etc. chez des nourrissons, dans la mesure où ils ne parlent pas, et qu'on se dit souvent que si on travaille sur la perception des visages, on va demander aux gens, dites-nous si vous avez perçu un visage ou un autre objet, etc. Donc comment on peut faire chez le nourrisson, puisqu'ils ne peuvent pas nous dire ça ? Il existe chez le nourrisson tout un tas de méthodes qui ont été développées depuis longtemps par la psychologie et les neurosciences du développement, des méthodes dites comportementales, où on va mesurer le regard du bébé par exemple, où l'on va mesurer l'orientation de sa tête, on peut mesurer ses expressions faciales, etc. Et puis des méthodes physiologiques, et en particulier, comme moi, on peut mesurer l'activité cérébrale du nourrisson. Pour mesurer cette activité, j'utilise moi en particulier une méthode qu'on appelle l'étiquetage fréquentiel en EEG. Alors l'EEG c'est l'électroencéphalographie, donc on pose des électrodes sur la tête des nourrissons. Avec ces électrodes, on va capter l'activité électrique de leur cerveau en fonction du temps. Et en particulier, nous, donc, pour mesurer leur aptitude à catégoriser des visages, on leur présente des séquences d'images sur un écran d'ordinateur. Ces séquences d'images défilent à une vitesse assez élevée et périodiquement. C'est ce qu'on appelle une présentation périodique rapide. Donc il y a beaucoup d'images qui défilent. Ce qu'on utilise souvent avec les nourrissons, c'est un rythme à 6 images par seconde, donc 6 Hz. Ce qui nous permet de mesurer dans un premier temps dans le cerveau du nourrisson une réponse cérébrale à cette fréquence qui nous indique simplement ici que le nourrisson a bien regardé les images et que son système visuel s'est synchronisé sur cette présentation d'images. Pour ce qui nous intéresse, la catégorisation des visages, là la particularité c'est qu'on va introduire par exemple un visage, une image de visage, toutes les 6 images dans cette séquence. Donc comme c'est toutes les 6 images, on fait 6 Hz divisé par 6, ça nous donne une deuxième fréquence qui est 1 Hz. Et cette fois, si l'on mesure dans l'activité cérébrale du bébé une réponse à cette fréquence de 1 Hz, ça nous indique qu'il a fait la différence entre les différents visages et les autres objets qui étaient présentés et qu'il a généralisé ça aux différents visages. Donc cette réponse-là est vraiment un marqueur cérébrale, sans que l'on demande bien sûr quoi que ce soit au nourrisson, simplement on le fait regarder l'écran et on a un marqueur cérébral qui nous dit si oui ou non il a été capable de catégoriser les différents visages qui lui sont présentés. C'est ce qu'on appelle
un étiquetage fréquentiel en EEG. Pourquoi des nourrissons de 4 mois et comment faites-vous pour les trouver? Alors c'est vrai que dans les études qu'on a publiées jusqu'alors, on s'est intéressé principalement aux nourrissons de 4 mois. Il y a, on va dire, deux raisons. Bon, en premier, peut-être, je vais donner une raison pratique qui est que les nourrissons, en fonction de leur âge, sont plus ou moins faciles à tester. Dans le laboratoire, on teste, en gros, on va dire de 3 à 15 mois, donc on a l'habitude de ces différents âges, mais 4 mois, c'est un âge assez simple où les nourrissons sont très attentifs et ne bougent pas forcément beaucoup. Mais en particulier aussi d'un point de vue scientifique, c'est parce que il y a des études antérieures qui montrent que lorsqu'il faut catégoriser un visage, détecter un visage dans une scène, etc., il y a vraiment une évolution, par exemple dans le regard des enfants, entre 3 et 6 mois. Donc c'est un âge clé de transition entre ces deux moments. Donc ça nous permettait de tester ça, mais sachez on a commencé à 4 mois parce qu'en plus, donc, on avait d'autres études dans notre équipe qui montraient qu'à cet âge-là, il y avait une tendance à s'orienter plus vers les visages lorsqu'on mettait l'odeur de la mère. Maintenant, on a également testé, dans une étude récente que l'on n'a pas encore publiée, le développement de cet effet de l'odeur sur la catégorisation des visages. On a pris une cinquantaine de bébés de 4 à 12 mois et on regarde si, entre 4 et 12 mois, à mesure que leur réponse visuelle, donc de catégorisation des visages dans leur cerveau, à mesure qu'elle augmente, qu'elle s'améliore, qu'elle montre qu'ils ont plus de facilité à catégoriser les visages, eh bien on montre que l'effet de l'odeur, dans le même temps, diminue progressivement. Donc il y a vraiment un compromis qui se fait avec l'aide de l'odeur quand la catégorisation des visages est encore difficile pour le cerveau du nourrisson. Et cette hypothèse principale, elle est liée au fait que l'odorat est un sens qui est bien développé chez les bébés dès la naissance. Ça fonctionne déjà in utero, alors que la vue, bien entendu, il faut attendre la naissance pour que le nourrisson commence à être exposé à plein d'informations visuelles riches et variées. Et comment vous les trouvez, les fameux bébés? Oui, donc pour les trouver, nous avons plusieurs méthodes. On va dire que la méthode principale, c'est que nous avons la chance d'avoir une autorisation du procureur pour accéder au registre des naissances de Dijon et donc pouvoir envoyer, par cette méthode, on est autorisé à envoyer un courrier à tous les parents dont un bébé est né à Dijon pendant l'année. Donc avec environ 3 à 4 000 naissances à Dijon par an, ça nous permet d'avoir, avec un taux de parents environ 8% qui répondent à nos courriers, d'avoir entre 200 et 250 bébés par an qui peuvent venir au laboratoire. Donc c'est une bonne chose, ça nous permet de tester pas mal de bébés avec pas mal d'expérience. Et puis, on va dire que l'on fidélise aussi nos parents quand ils viennent. Il y a un petit diplôme pour le bébé. On a un partenariat avec une librairie dijonnaise qui nous permet de leur offrir un livre pour le bébé lorsqu'ils viennent. Parfois, ils reviennent à des âges différents, les parents, avec leur enfant. Et puis, on a aussi les canaux, on va dire, les canaux plus modernes, réseaux sociaux, un site internet, etc. On a aussi récemment communiqué via des crèches qui nous ont autorisé à faire une petite pub à l'accueil de la crèche, etc. Dans votre étude, distinguez-vous les résultats en fonction du sexe des bébés? Alors, en général, le sexe du bébé, c'est quelque chose que l'on prend en compte, on va dire a posteriori, c'est-à-dire que dans nos analyses, on ajoute ce facteur du sexe pour voir s'il a une influence, si les résultats sont différents. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de différence. C'était dans la première étude que nous avons publiée sur cette question. Nous avions même testé, et c'est disponible dans un supplément à l'article, testé aussi le mode de nourrissage, par exemple, des bébés. Est-ce qu'en fonction de s'ils sont allaités ou nouveau biberon, ça change quelque chose? Nous n'avions pas constaté de différence non plus. Mais oui, on prend forcément en compte toutes ces variables qui pourraient avoir un impact sur nos résultats. Des nourrissons qui auraient des problèmes olfactifs auraient plus de mal à reconnaître les visages? Alors c'est ce qu'on peut penser a priori à partir de nos études, et donc c'est vrai que c'est une très bonne question et malheureusement à laquelle il est difficile de répondre pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les troubles olfactifs à l'heure actuelle ne sont pas diagnostiqués sans demander à la personne d'identifier, de détecter des odeurs, etc. Donc bien naturellement, chez les nourrissons qui ne parlent pas, on n'a pas de test réellement comme il en existe pour la vue, l'ouïe, etc., qui peuvent être utilisés chez les bébés. Et en plus, une fois que l'enfant va parler, on est déjà à un âge où l'audition, la vision prennent
c'est-à-dire commence à dominer notre perception, et on fait moins attention aux odeurs, et donc en général, les personnes qui ont des anosmies congénitales, par exemple, donc le fait de ne pas avoir d'odorat du tout depuis la naissance, sont souvent diagnostiquées très tardivement. Donc je ne peux pas vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que ces personnes anosmiques congénitales, lorsqu'elles sont adultes, elles n'ont pas de problème à catégoriser les visages. Donc il est évident que l'odeur n'est pas indispensable à développer la catégorisation des visages, mais qu'elles sont certainement une aide à un moment où cette aptitude se développe, et donc on peut penser que ce développement est peut-être un petit peu plus long, ou s'étale sur un peu plus de temps, etc., chez des bébés qui auraient des troubles olfactifs. En quoi ces recherches peuvent-elles aider pour comprendre le développement de l'enfant? Les applications seraient-elles plutôt médicales ou plutôt pour les psychologues du développement? Alors, il faut bien préciser qu'avant tout, ces recherches sont des recherches fondamentales, c'est-à-dire qu'elles sont motivées dans un premier temps par les connaissances que l'on a sur le développement sensoriel de l'enfant. Et en particulier, on pourrait dire ici, il y a deux aspects. C'est tout d'abord le rôle de l'olfaction, qui est un sens qui est souvent négligé, on va dire, dans la recherche chez les gens de manière générale. Alors, sauf que la pandémie récente on va dire, a mis un peu sur le devant de la scène ce sens avec les troubles olfactifs que ça a créé, mais avant, il y a des études qui montraient que les personnes disaient toutes, bon, si je dois être privé de l'odorat, ça me semble pas être très grave dans ma vie quotidienne, alors que j'ai pas envie d'être aveugle ou sourd, par exemple. Là, les gens le disent un peu moins parce qu'ils ont constaté ce que c'était que d'être réellement anosmique pendant une période. Donc c'est le premier point. Le second point, c'est une question vraiment sur le développement sensoriel des enfants, comme je le disais, il y a deux grandes théories, on va dire, en psychologie qui depuis longtemps s'opposent un peu sur est-ce que les sens se développent indépendamment les uns des autres avant de pouvoir combiner des informations ensuite dans le cerveau plus mature, ou est-ce qu'au contraire, au début, le développement s'appuie sur cette multisensorialité, sur la combinaison des informations à travers les sens, pour favoriser le développement ensuite des sens isolés. Donc nos travaux forcément apportent une petite pierre à l'édifice en suggérant que la multisensorialité est quelque chose d'important au départ dans le développement. En termes d'application pratique, je pourrais néanmoins préciser peut-être je dirais pour les professionnels de la petite enfance, puisque récemment, depuis peu, je fais partie du conseil scientifique d'un fonds de dotation qui est récent, qui s'appelle Five Senses for Kids Foundation, qui a été créé en partenariat avec les crèches Cap Enfant, qui sont des crèches de la région parisienne, dont l'objectif est vraiment de favoriser la combinaison des sens dans le développement des nourrissons. Donc je pense que ça peut apporter des éléments pour peut-être la formation de ces professionnels et montrer tout l'intérêt de faire un apprentissage qui soit multisensoriel chez les jeunes enfants, que ce soit, alors c'est quelque chose qu'on fait parfois naturellement en tant que parent, quand on montre un objet, que l'enfant le regarde, le touche, le sente, entendre le bruit qu'il fait si on le gratte par exemple. Enfin, on peut faire plein de choses comme ça pour combiner les informations entre les sens pour un même objet, qu'il apprenne ainsi à catégoriser ensuite cet objet. Il me semblait que l'étude portait également sur les adultes. Alors oui, c'est vrai que comme la question est développementale, on pense souvent développement enfant, enfin, et nous en particulier quand on travaille chez le nourrisson, mais les adultes ont cet intérêt aussi de nous montrer ce que l'on va obtenir dans un cerveau qui est mature. En particulier ici, comme nous avions ces données qui suggèrent que à mesure que le développement visuel de l'enfant progresse, l'influence des odeurs diminue, nous voulions voir s'il était encore possible de montrer des effets d'odeur chez l'adulte. Donc nous avons testé différentes catégories, y compris les visages, avec des odeurs corporelles et d'autres types d'odeurs. Et puis nous avons montré que pour catégoriser des visages humains, qui est très simple ensuite chez un adulte, il n'y a pas d'influence d'odeur ici, mais que lorsque l'on rend la tâche un peu plus difficile ou plus ambiguë, par exemple, nous avons utilisé ce qu'on appelle les pareidolie, quelque chose que les gens ont tous expérimenté dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire le fait de percevoir un visage dans un objet qui n'est pas un visage, hein. Comme l'exemple qu'on donne toujours, c'est dans les nuages, quand on va voir des choses dans les nuages. Eh bien, en utilisant ces pareidolies qui, quand elles sont mélangées avec d'autres objets, on va moins facilement voir qu'il y a un visage dans ces pareidolies, et qu'on met des odeurs corporelles, eh bien, on a montré ce résultat très intéressant que dans le cerveau adulte, ça va augmenter cette réponse cérébrale aux pareidolies.
Et là, comme on peut demander aux individus de verbaliser ce qu'ils ont perçu, on constate en plus qu'il y a un lien avec le fait qu'ils vont davantage rapporter ensuite avoir vu des objets qui ressemblent à des visages. Donc ça, c'est très intéressant comme résultat, c'est un champ qu'on compte explorer plus à l'avenir parce que, en gros, on fait le lien avec quelque chose de très connu de l'odorat, qui est qu'on a souvent dit depuis les années 30, les scientifiques disent que c'est un système d'alerte, c'est ce qui fait que l'on odorise par exemple le gaz de ville pour pouvoir le détecter. Mais nous, on va un peu plus loin en disant que cette alerte, c'est en quelque sorte aussi une prise de conscience de quelque chose qui est dans l'environnement qu'on n'aurait peut-être pas détecté auparavant, et donc ça favorise même l'acquisition des connaissances. Si je reviens à ce que l'on fait chez le bébé, l'odorat peut aider justement le bébé à développer ses apprentissages dans d'autres sens, à acquérir des connaissances par ce biais on prend conscience de choses qui sont dans l'environnement dont on n'aurait peut-être pas pris conscience s'il n'y avait pas eu les odeurs. Croisez-vous vos travaux, par exemple, avec des disciplines comme la psychologie évolutionnaire? Alors avec d'autres disciplines, moi en ce qui me concerne, et on va dire dans mon équipe en général, on est déjà une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des gens avec une formation plutôt biologie et notamment éthologie, donc très spécialisés dans l'étude du comportement, et on a des travaux aussi chez l'animal, pas uniquement chez l'humain, et puis des personnes qui ont davantage une formation de psychologie, voire comme moi, à cheval entre psychologie et neurosciences. Donc déjà, en ce sens, on peut dire que l'on croise un peu les disciplines pour aller de tout ce qui va être l'étude du comportement en général dans plein d'espèces jusqu'à l'étude de l'activité cérébrale. En tout cas, pour la question évolutionniste, vous parlez de ça, je pense que c'est un point important ici, c'est justement de remontrer que dans l'évolution des espèces, eh bien, l'odorat, c'est un sens très ancien, que souvent on ne sait pas, mais ça s'est développé dans les espèces sous-marines, et ça s'est développé sous l'eau. C'est vrai que quand on dit même, par exemple, que les bébés sentent dans le ventre de leur mère, des gens qui disent, il y a le liquide amniotique, oui, ça pose pas de problème. Et sachez même qu'en fait, chez nous, quand on est à l'air libre, on a un mucus dans le nez qui fait que les odorants doivent se dissoudre dans ce mucus aqueux avant qu'on les sente. C'est-à-dire que finalement, on a même encore en nous ces restes de l'olfaction, c'est avant tout dans un milieu aqueux avec de l'eau et pas forcément dans l'air. Donc, et la vue, par contre, on dit souvent que c'est le sens qui s'est majoritairement développé chez les primates. Donc un sens récent, avec l'apparition d'un troisième type de cône, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, les récepteurs sensibles à la lumière dans notre rétine, on en a trois types Enfin, on a deux types, et dont un où il y en a trois variantes chez l'humain, qui sont les cônes, et chez beaucoup d'espèces, il n'y en a que deux. Donc on sait que ça a développé énormément la vision des couleurs, notre acuité au niveau fovéal notamment est très forte, et donc en ça je pourrais faire le lien avec l'évolution, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le développement peut-être cette phylogénèse, ce qui est souvent dit parfois que l'ontogénèse de l'individu récapitule la phylogénèse, c'est-à-dire que l'odorat est parmi les premiers dans le développement de l'enfant avec le toucher, et ses sens vont favoriser le développement des sens qui, eux, sont apparus plus tardivement dans l'évolution et qui donc se développent plus tardivement chez l'être humain. Est-ce que les résultats de vos recherches corroborent vos hypothèses et est-ce que vous avez eu des surprises en analysant vos résultats? Alors, en ce qui concerne les résultats chez les nourrissons, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, nous avions déjà des travaux dans l'équipe qui avaient commencé à s'intéresser à cet aspect multisensoriel, et notamment avec l'odeur de la mère et les visages. Donc nous avions des données comportementales qui montraient que les bébés orientent leur regard davantage vers des visages lorsque l'on met l'odeur de la mère. Donc finalement, on avait cette hypothèse, même si on ne s'attendait pas forcément à ce que ça donne des effets aussi importants que ceux qu'on a observés, mais on avait déjà, on imaginait clairement que ça puisse fonctionner, et les résultats sont allés dans le sens des hypothèses. Je peux peut-être préciser ce qui nous aurait davantage surpris, c'est ce qu'on a observé chez l'adulte, puisque chez l'adulte, il y avait déjà eu des travaux antérieurs, pas forcément sur les visages, mais sur la catégorisation des visages, il n'y en avait pas eu, mais des travaux sur perception, catégorisation visuelle en général, qui avaient montré des effets d'interférence. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, si on demandait à des gens de catégoriser des images d'objets, par exemple une image d'orange, dire que c'est une orange ou que c'est un fruit, etc., mais que l'on mettait une odeur différente, dans ces études antérieures, les chercheurs avaient observé des effets d'interférence, c'est-à-dire que mettait un peu plus de temps, c'était un petit peu plus difficile de catégoriser cette orange si l'odeur n'est pas congruente, comme on dit, donc un sens différent. Dans nos études chez l'adulte,
comme nous avons testé plusieurs catégories, plusieurs odeurs, nous avions toutes les combinaisons possibles aussi. Donc par exemple, nous avons testé, catégorisé des visages avec une odeur d'essence, et inversement, nous avions catégorisé des voitures avec les odeurs corporelles. Donc on s'attendait peut-être à avoir un résultat identique au niveau cérébral avec une diminution de la réponse. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas observé. Nous, les seuls effets que l'on observe sont toujours des effets qui facilitent, mais on n'a pas d'entrave des odeurs différentes sur la catégorisation visuelle. Donc voilà, c'est ce qui nous a un peu plus surpris. Une explication peut-être qu'on pourrait donner, c'est que nous ne mesurons pas la réponse volontaire des gens à qui on demanderait catégoriser, dites-nous ce que vous voyez. C'est simplement la réponse cérébrale qui est automatiquement donnée par le cerveau lorsque l'on voit les images. C'est-à-dire, c'est vraiment, on ouvre les yeux, on voit l'objet, ça se catégorise, on n'a pas besoin de le verbaliser forcément. Et donc, je pense que cette réponse-là n'a pas ces effets d'interférence, simplement les effets facilitateurs. Mais que peut-être que si on disait aux gens, dites-nous s'il y avait une voiture, un visage, etc., et bien là, c'est plus dans cette prise de décision un peu plus tardive, où cette fois, ça peut entraîner chez eux une hésitation d'avoir une odeur qui n'est pas congruente. Donc, c'est pas vraiment, on pourrait dire, c'est pas le même niveau de traitement, comme on dirait en psychologie, qui est peut-être impacté par cet effet d'interférence. Qu'est-ce qui vous a conduit à mener ces recherches et comment allez-vous les poursuivre suite à la publication de vos travaux? Alors, je peux refaire un petit historique rapide, mais ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet, c'est simplement que donc j'ai fait un doctorat psychologie et neurosciences euh, où j'ai travaillé notamment sur la perception visuelle et la perception des visages en électroencéphalographie. Et l'équipe dans laquelle je travaille actuellement est une équipe vraiment spécialisée sur l'odorat et son poids dans le développement. Donc c'est vraiment finalement la rencontre entre nos deux thématiques qui m'a amené à travailler sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des collègues dans cette équipe qui commençaient à investiguer cette question du rôle de l'odorat dans le développement des autres sens, cet aspect multisensoriel. Et donc en quelque sorte, quand je suis arrivé, c'était l'occasion d'avoir quelqu'un qui est déjà spécialiste de l'étude de la perception visuelle, avec des personnes qui sont spécialistes de l'odorat pour faire un travail collaboratif ensemble qui pose cette question de comment l'odorat affecte la perception visuelle et son développement chez le nourrisson. Voilà ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet. Ce qu'il faut bien comprendre pour la suite des études, c'est que forcément, il y a tellement de questions ouvertes par ces résultats qu'on va naturellement continuer à explorer. Quelques exemples, si vous voulez, on a évidemment la question qu'on nous pose souvent de pourquoi l'odeur de la mer. Qu'est-ce qui fait que l'odeur de la mer aiderait à catégoriser des visages qui ne sont pas le visage de la mer, puisque c'est ce qu'on observe. Bien évidemment, nous ici, on pense que c'est parce que oui, l'environnement olfactif maternel, il est connu depuis avant la naissance, et la mère porte souvent son bébé lorsque il rencontre des nouvelles personnes, etc. Mais on comptait explorer ça. Alors, on avait commencé à tester avec des odeurs de mères qui ne sont pas les mères des bébés, etc. Bon, la pandémie a un peu empêché de continuer ces travaux, puisqu'on ne teste plus les bébés avec des odeurs qui ne sont pas des odeurs auxquelles ils sont exposés au quotidien, des odeurs corporelles. Mais on pourra continuer certainement plus tard à explorer ça. D'autres questions qu'on cherche à explorer, je vous l'ai dit, on a une séquence développementale avec l'effet de l'odeur qui diminue à mesure que le développement visuel s'effectue. Et chez l'adulte, si c'est pas difficile, il n'y a pas d'influence des odeurs. Donc pour vraiment comprendre si c'est bien un mécanisme comme ça de compromis, on pourrait dire, de trade-off, on dit souvent nous en anglais, entre les sens, on compte essayer de faciliter la catégorisation visuelle chez les bébés les plus jeunes ou de la rendre plus difficile chez les bébés les plus vieux pour voir si on peut inverser du coup les effets, diminuer l'effet de l'odeur chez les plus jeunes, l'augmenter chez les plus vieux. Ce sont des pistes et comme je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, chez l'adulte, eh bien, ces résultats simplement d'un lien qu'on a observé entre le fait de rapporter les pareidolie et le fait d'avoir été exposé aux odeurs nous mènent à explorer davantage ce lien avec la conscience visuelle, on pourrait dire, c'est-à-dire est-ce que en rendant la perception de certains objets difficiles, on peut, en ajoutant des odeurs, aider les personnes à prendre conscience que ces objets leur ont été présentés, que les objets sont présents dans l'environnement pour tester cette fonction que j'évoquais tout à l'heure de prise de conscience d'objets dans l'environnement par la présence de leur odeur. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'avantage de l'odeur, c'est qu'elle se diffuse fortement dans un espace, et elle peut même être restée présente
en l'absence de l'objet, si je prends l'exemple d'une personne qui porte un parfum assez fort, on va le sentir dans une pièce même quand elle n'y est plus, et donc ça nous alerte de sa présence. Si c'est une personne familière dont on connaît le parfum, on sait qu'elle est présente sans même l'avoir vue. Donc c'est un peu ça l'image que je peux donner du rôle de l'odeur dans ce cadre. Arnaud, quel a été votre parcours? Alors moi, mon parcours, j'ai fait des études de psychologie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que comme beaucoup à l'époque de lycéens, j'avais pas une image très précise de ce qu'étaient les études de psychologie, et plutôt une image de la psychologie se résumait à la psychanalyse selon moi. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir un ami qui a fait psycho juste avant moi et qui m'a montré les contenus. Sachant que je m'orientais, alors il faut savoir que j'avais fait une fac de médecine que j'ai ratée, comme beaucoup de personnes malheureusement, et donc je pouvais aller en biologie, j'avais une équivalence pour aller en biologie, mais ce qui me gênait un peu dans la biologie, c'est que je m'intéressais moins au végétal, j'étais plus animal et vraiment humain, et j'avais déjà en tête m'intéresser quand j'avais fait médecine, je me disais j'aimerais bien travailler sur le cerveau humain, et là la psychologie, j'ai découvert par cet ami qu'il y avait des cours de psychologie cognitive, j'ai découvert ce que c'était de théoriser un peu les fonctions cognitives, j'ai vu qu'il y avait de la neurophysiologie, enfin des choses qui vraiment allaient dans le sens de ce que je souhaitais faire, donc c'est pour ça que j'ai fait psychologie, et après j'ai pris les options tout le long de mes études qui combinaient un peu la psycho et la neuroscience. Donc je suis vraiment à cheval entre les deux. À l'heure actuelle, je suis maître de conférence en psychologie à Dijon, mais j'apporte aux étudiants justement cette combinaison entre les deux, en fait, en expliquant ce qui, selon moi, alors tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec ça, mais je leur dis, la psychologie, selon moi, on qualifie parfois de science du comportement, mais c'est vraiment science de l'esprit, c'est-à-dire c'est compliqué, on essaie d'étudier quelque chose qu'on ne peut pas observer, qui est l'esprit. Donc le comportement est un moyen d'essayer d'inférer ce qui se passe dans l'esprit des gens, mais toute autre mesure, comme l'activité cérébrale, l'activité cardiaque, peu importe, tout ce que l'on peut observer et mesurer, en fait, on peut s'en servir pour essayer ce qui se passe dans la tête des gens. Donc voilà, en ce sens, je fais vraiment de la psychologie en utilisant des moyens avant tout neuroscientifiques, mais pour comprendre des fonctions cognitives, donc des fonctions mentales chez les individus. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir Arnaud. Eh bien, merci à vous et au revoir. À très bientôt, j'espère. C'était Lumière sûre, ce que le nez des nourrissons leur fait voir, avec Arnaud Leleu, maître de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, chercheur au CSGA et responsable de l'équipe Cognition et Communication olfactive en développement.